Et bienvenue dans ce 4e épisode de 1959. Comme d'hab, je suis accompagné de Tom et des deux Romains. Salut. Bonjour. Salut Alex. Bon les gars, aujourd'hui on est dans un lieu d'enregistrement un peu spécial puisqu'on est dans le centre pro du club, à côté du Noustécamp. Et on a à peu près une petite heure pour convaincre notre invité du jour de nous signer pro comme joker médical. Didier Tolo, merci beaucoup de nous consacrer du temps pour discuter avec toi de football, du Pau FC, et puis on va essayer de discuter de toi aussi en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. C'est avec plaisir. Les amoureux du club, ils sont toujours les bienvenus. C'est très gentil de ta part. Ok, on est le 26 septembre aujourd'hui, on est le lundi, on est au milieu de la trêve internationale, et la première question que j'ai envie de te poser, c'est les joueurs ont eu 3 jours de repos. Est-ce que toi, tu as pu prendre un peu de temps aussi pour couper le football et te recharger un peu après une période qui est quand même hyper intense entre le mercato et un début de saison un peu compliqué? Ouais, mais j'arrive à couper maintenant même après les matchs. J'ai vraiment coupé 3 jours parce que c'est important. On est la tête dans le guidon et il faut avoir les idées claires quand je reviens. Donc, j'habite pas très loin, je suis là toute la semaine à Pau, mais j'ai ma maison sur Bordeaux, donc ça me permet vraiment de me ressourcer avec mes enfants, avec ma famille. Voilà, donc je fais pas grand chose, mais je décroche du football, oui. Ouais. C'est l'expérience, t'as appris aussi à détacher. Ouais, ça dépend des périodes. Là, c'est plus facile. Je veux dire, là, on sort de la zone, on vient de gagner 2 matchs de suite. Il y a 3 jours, il y a la trêve internationale, donc c'est plus facile. C'est sûr que si on avait été peut-être dans la zone rouge, j'aurais coupé quand même, mais pas forcément avec les idées très claires. Ouais, c'est pas le même repos, quoi. Non. Justement, là, on vient d'enchaîner 2 victoires enfin. On a lancé vraiment notre saison. T'as un jeu qui se met en place. Est-ce qu'il y a une part de soulagement après un début de saison qui était... C'est pas une part de soulagement parce que je pense que j'étais sûr qu'on allait faire autre chose que l'on a fait au début. On a payé des erreurs cash. Et il faut savoir qu'on est en construction, même si c'est la 3e saison, on a perdu des cadres importants, on a perdu Quentin Domain, on a perdu Lobry, donc c'était des joueurs importants dans notre système. Il faut savoir qu'on n'a pas le budget d'un très gros club, donc il faut toujours faire des paris. Voilà, le pari Henri Sévec qui n'a pas joué pendant 1 an et demi, on sait très bien qu'il va pas être prêt de suite. On a fait revenir Myron pour le moment qui joue pas, mais qui nous a fait du bien la saison où il était. Voilà, on a fait des paris un peu d'extérieur, donc il y a toujours l'acclimatation, il y a tout ça, et puis il y a à remettre des gammes de ce qu'on est capable de faire en termes de jeu. Ça rentre pas tout seul, donc il faut travailler, et à un moment donné t'as le déclic. J'étais pas parti pour jouer comme ça, mais aujourd'hui, ce qui me paraît important, c'est de mettre les joueurs dans le meilleur positionnement possible pour en tirer les 100%. Et aujourd'hui, quand on voit Henry à ce poste-là, qui libère Steve, qui libère Cécile au milieu, voilà, il nous manque encore cette justesse dans les 30 derniers mètres, mais c'est le plus dur à mettre en place au niveau du football, parce que les déplacements, il faut que ça rentre, il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit en fonction de l'autre, donc on bosse, mais je pense qu'on a quelque chose de bien à mettre en place jusqu'à la trêve de novembre. Ouais. Donc on sent, parce que là ça fait maintenant un peu plus d'1 mois que le Pau FC tourne à 2 points par match, et on voulait te poser des questions sur les leviers que tu avais peut-être activés pour remobiliser ton groupe, ou en tous les cas lui donner une nouvelle direction pour engranger des points. J'ai l'impression que tu nous donnes un premier élément de réponse, c'est-à-dire que on te connaît, tu es un coach qui prône souvent le jeu, tu le dis souvent en conférence de presse, et là on a l'impression que ce 4-2-3, ou en tous les cas ces schémas de passe, ces schémas de jeu notamment sur le côté, j'ai l'impression que là tu t'es un peu adapté à ce nouveau groupe où il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Et alors on peut parler de tactique, de ce fameux 3-5-2 peut-être qui a gommé un peu les postes où ça marchait moins bien, mais c'est toi qui peut-être t'es adapté à ce nouveau groupe? Ah oui, mais je pense que c'est le rôle d'un entraîneur. Je veux dire, aujourd'hui, entre un 4-2-3-1 et un 3-5-2, il n'y a pas forcément grande différence, mais aujourd'hui, tu es obligé de t'adapter. Aujourd'hui, t'as pas... je voulais jouer avec un peu de profondeur. Aujourd'hui, quand tu as Charles Bolly qui prend pas forcément la profondeur, David Gomis qui prend pas la profondeur, que tu as qu'un attaquant qui prend pas la
pas la profondeur parce que Mons vient de revenir. Que tu as une défense où tu perds encore Antoine Baptiste, voilà, donc il faut s'adapter. Je pense qu'aujourd'hui dans ce système-là on est bien, mais on évoluera, on évoluera au fort de la saison. Mais les leviers aujourd'hui, tu es obligé à un moment donné de donner à ton groupe des réponses. Je veux dire, moi la réponse que j'ai donnée après le match de QVX, c'est que ça me plaisait pas. Et que voilà, il y avait une redistribution des cartes et que celui qui prenait le train en marche, voilà, Jean l'a pris, Noé l'a pris. Noé, quand je le mets à Caen, il n'a pas fait un match de Ligue 2, mais il a pris et je pense que c'est une façon de remobiliser tout le groupe et de faire. Il faut que tu sortes de cette spirale. Alors moi, je viens pas à l'entraînement. Je suis à la tête de ce groupe-là. Je suis à la tête. Si je viens à la tête baissée, machin, non. Moi, j'étais persuadé qu'on allait y arriver. C'était à moi de convaincre les joueurs de se dire voilà, aujourd'hui, on va être meilleur comme ça et on va gagner les matchs. Justement, le déclic de la saison, il est peut-être là après cette défaite de QRM. Oui. Parce que moi, j'aurais dit. On en discutait un petit peu, qu'il était peut-être à la mi-temps de Saint-Etienne. Et là, dans ton discours, je pense que tu les as vraiment mis face au fait accompli. Tu les as appliqués à ce moment-là. Non, mais il a vraiment été après le match de QVI parce que d'abord, on est resté 3 jours sur place. Donc, c'était un mini-stage. Ça fait du bien aussi, peut-être dans la cohésion, de construire quelque chose. Ça s'est fait en 2 phases, finalement. J'ai mis une pression de fou. C'est-à-dire que j'ai vraiment montré que j'étais pas content, que on a montré des images qui étaient, voilà, on a pointé du doigt. Et puis une fois qu'on a eu pointé du doigt, comme on avait 3 jours, un jour avant, tu changes de version. C'est ok, on a fait le constat, il est là. Le constat, il est là. On est mauvais, on n'est pas bon, on n'a pas le droit de perdre en menant 1-0 à QVI Rouen. On concède trop d'occasions, on s'en crée pas assez. C'est mis à plat. Le constat, il est mis à plat, il est là, pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se lamente ou on avance? Voilà, donc après j'ai redescendu, je veux dire 2 jours avant le match où on avait c'était un peu de repos, on est allé à la plage, on est allé se baigner, on est allé dans l'eau, on a discuté, on a rigolé un peu, et puis voilà, puis tu passes à autre chose parce qu'à un moment donné, c'est pas en faisant la gueule c'est manier le faire et être assez près des joueurs, mais c'est de dire les choses. Moi j'ai l'habitude ce qui me caractérise, c'est d'être assez juste et de dire les choses. C'est pas parce que tu vas dire à quelqu'un qu'il n'est pas bon ou que tu attends plus de lui que tu vas le perdre. Au contraire, voilà. Et ça a intégré tout le monde. Ça veut dire que ceux qui, à un moment donné, j'avais dit en début de saison, vous aurez un rôle à jouer, ils l'ont eu à Caen, ça a marché. On continue sans ça et on continue. Et ceux qui ont raté le train pour le moment, à eux de bosser pour le rattraper, c'est tout. On peut mettre des noms presque sur les. En ayant vu le schéma. On va pas les demander, mais. Non, on va pas les demander. demander. Il y a eu des choix d'hommes aussi. Au-delà de l'aspect tactique, comme tu le dis, tu as peut-être des jeunes qui étaient appelés à évoluer peut-être au début en Coupe de France ou peut-être plus tard dans la saison. Puis il y a d'autres. Noé à Caen, voilà. Mais il y a d'autres. On est tombé dessus aussi, pas mal la presse sur Xavier Kouassi, parce qu'il fait 2 erreurs consécutives en 2 matchs qui te coûtent des points. On le sait. Mais l'importance qu'a Kouas dans le groupe et dans là. On le voit pas de l'extérieur. L'importance qu'il a dans le match, l'importance qu'il est sur toutes les actions où il nous a sauvés. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Xavier. C'est passé l'année d'avant avec Quentin Daubin. Quentin Daubin, au mois de décembre, il fait 3 passes décisives pour les adversaires de suite. Il y a eu Toulouse, il y a eu, je sais plus qui est à la maison et à l'extérieur, il en fait 3 de suite. On lui a pas coupé la tête, on lui a dit que c'était pas bien, on lui a dit qu'il fallait s'améliorer, on l'a fait travailler. Et finalement, la fin de saison qu'il fait, il est énorme. Ouais, bien sûr. Il enchaîne avec un. Ouais, d'ailleurs, si on revient un peu sur le mercato, t'en parlais tout à l'heure, CV, quand tu le recrutes, c'est pour le faire jouer plus haut que le poste de numéro 6 actuellement. Ouais, sincèrement, c'est pour le faire jouer ou en 10 ou voir sur un côté. Après, on a vite vu que physiquement, quand tu joues pas 1 an et demi, c'est compliqué de revenir. Donc même je le fais rentrer plus tôt que prévu à QVI parce que ça se passe pas très bien. Mais si on l'avait fait jouer avant, dès le début de saison, on l'aurait pu aujourd'hui. Voilà, on le pétait et voilà, et c'est avec lui, on a dit on va prendre le temps, voilà. Puis après, quand tu t'aperçois que finalement dans ce système-là, en haut, tu as du mal à ressortir les ballons,
que Cécile d'Almeida, finalement, il est toujours entre deux, parce qu'il ne sait pas s'il faut attaquer, s'il faut aller là. Il a un tel volume qui bouffe l'espace. Voilà, et qui bouffe l'espace. Donc, tu t'adaptes. Donc, tu sais que la première relance, elle sera pratiquement jamais perdue avec Henry. Ouais. Et tu profites du volume de Steve et du volume de Cécile. Donc, voilà, quand tu as fait le point que tu as tes 3 milieux, maintenant, c'est te dire, je m'adapte autour. Qu'est-ce que je fais? Je mets deux excentrés, enfin, pas piston, parce que piston c'est en 3-5-2, mais je mets 2 joueurs sur les côtés. Mais si je mets ces 2 joueurs sur la côté, je bouffe l'espace à Cécile, je bouffe l'espace aussi à Steve. Donc voilà, après quand tu réfléchis à tout ça, tu arrives à une composition d'équipe qui est celle d'aujourd'hui, pour le moment. Là, clairement, on voit sur le dernier match que tu as trouvé ton 7 ou ton 8 de derrière, selon le nombre de défenseurs. Oui. Avec vraiment les 4-5 défenseurs et le milieu à 3 qui vraiment fonctionne bien. Ouais. Quoi. Et Cécile, par exemple, je trouve qu'il est bien plus libéré, et bien plus efficace une fois qu'il est... Mais encore une fois, Cécile, je le connais d'avant, mais je l'ai pas eu, je l'ai pas avec moi à l'entraînement, je l'ai avec moi depuis 2 mois. Donc tu te dis finalement on va arriver à ce que ça soit équilibré, et puis finalement tu te dis c'est le bridé. Donc c'est finalement c'est parce que t'as peu de temps, finalement ça fait 2 mois, donc puis les matchs se sont enchaînés très vite. Voilà, donc c'est au fur et à mesure que tu arrives à trouver les justesses de ton équilibre d'équipe, parce que pour moi ce qui est le plus important c'est ton équilibre. Ouais. C'est marrant parce que quand on voit d'Almeida et CV les voir jouer aujourd'hui, sur le papier au début on se dit ça va être l'inverse. Ouais. Un d'Almeida plus bas, un CV plus haut, et Benard qui tourne peut-être autour en 6,5, et là c'est vrai que pour moi, c'est la clé de cette bonne période là. C'est ces 3 du milieu. Derrière, c'est costaud aussi, parce que avec les blessures qu'il y a eu, t'as réussi à mettre des jeunes dans le bain et qui s'en sortaient très bien. Mais la clé, elle est vraiment là. C'est 3 du milieu. Et c'est vrai que sur le papier, on s'entendait pas forcément à ça. D'Almeida presque en 10 parfois. Ouais. Même si on parle de derrière, aujourd'hui on dit le recrutement, on a beaucoup. Voilà, moi c'est la période où on bosse le plus avec Joël, on n'est pas beaucoup. Donc tu sais qu'à Pau, t'as pas le droit de trop te tromper. Quand tu prends Noé So, il vient à l'essai. Il vient à l'essai, donc ça veut dire que quand c'est pas... il n'est pas confirmé. Tu dis pas forcément que ça va être ton titulaire en charnière centrale. Jean, c'est pareil. Jean, il n'a pas joué. Bon, il est en Suisse et un club que je connais très bien. Donc, je discute avec le président. Il me dit, nous, on va le libérer. Mais écoute, je pense qu'il y a qu'un truc dans la tête parce qu'il a toutes les qualités. Voilà. Et moi, ces jours-là, quand je les ai au téléphone, à Jean, je lui dis, écoute, tu viens pour être 3e. Après... Voilà. Et à Noé, tu es le 4e et on verra ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est justement sur la question du mercato, on se demandait si c'était au-delà des nécessités financières du club, si tu bossais ça avec le directeur sportif Joël Lopez sur des paris, comment tu vois ça, parce qu'effectivement Henri Cévé n'avait pas joué depuis longtemps. Mohamed Yattara aussi, alors il est peut-être venu en complément, mais on l'avait vu que malgré la Chine, il n'avait pas joué depuis longtemps. Beaucoup de joueurs ne sortaient pas forcément de saison pleine. C'est aussi un engagement de ta part de se dire physiquement, sportivement, tu vas les relancer. Moi, je pense. Alors, c'est pas. À la limite, je préférerais avoir des joueurs confirmés. Mais aujourd'hui, un attaquant de Ligue 2 qui a mis 15 buts ou 20 buts, il va pas venir chez nous. Alors, il va pas venir chez nous. Pourquoi ? Parce que sans faire injure à Pau, ça le fait pas rêver, parce que il a mis 15 buts, lui. Je veux dire, maintenant, les nouvelles générations, elles sont très difficiles à cerner. Donc, le mec, il a mis 15 buts en Ligue 2, il rêve plutôt de Barcelone ou de Real Madrid que de Pau. Hein. Donc c'est presque pareil. Hein. Voilà, donc, tu arrives pas à les avoir, et au niveau économique, tu vas peut-être en pouvoir en faire un, mais tu peux pas en faire d'autres. Donc ça veut dire que les réalités économiques, nous, on est obligés, par rapport au salaire qu'on peut donner, de pas avoir un mec qui a mis 20 buts. Un mec qui a mis 20 buts, il est inatteignable. On peut pas l'avoir. On peut pas l'avoir. Non seulement on peut pas l'avoir, je pense qu'il vient pas à Pau. Et ça serait trop risqué, presque. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux mettre beaucoup d'argent sur un buteur qui a mis 20 ou 25 buts, t'es pas sûr que l'année d'après, ils te les mettent.
Oui, parce que ça dépend du ça dépend du contexte. Non, mais même du contexte. De qui lui donnait les ballons dans son club et tout ça, quoi. S'il ne retrouve pas la même chose ici et que ça se passe pas bien. Il s'appelle qui est à Dijon maintenant. Le Bihan. Le Bihan, il fait une super saison à Auxerre. La première année de Le Bihan à Dijon, elle est nulle. Il met 3 buts. Mais moi, si je paye un joueur 25 000 euros, si on paye un joueur 25 000 euros, 30 000 euros, là, le président il coupe la tête. Hein. Comme le budget de suite. Et d'ailleurs, en parlant de recrutement et de tous ces paris, est-ce que le fait que le calendrier soit avec une deuxième trêve, quasiment, tu vas pouvoir refaire de la préparation physique, est-ce que ça a joué dans ton choix ? Non, sincèrement, ça n'a pas joué. Non, on a fait des listes, on a beaucoup regardé, on a fait, voilà, on a été chercher des joueurs qu'on pensait avec la qualité qui pouvaient nous apporter un plus. Comme une saison normale qui arrivait, quoi. Ouais. Tu cibles les postes et ensuite tu laisses Joël se débrouiller pour les signer, ou tu interviens aussi par ton réseau, par ton expérience? Non, on fait beaucoup de choses ensemble. Ouais, on fait beaucoup de choses ensemble. Après, le président valide derrière. Mais on fait beaucoup de choses ensemble. Lui regarde les matchs, moi je regarde les matchs. Moi j'ai un réseau, lui il a son réseau. Lui il est convaincu, moi je suis pas convaincu. Il est convaincu, je suis convaincu en avance. Okay. Et puis après il y a quelque chose qu'on fait obligatoirement, c'est que moi j'ai le joueur au téléphone. Avant toute négociation finalement financière, moi j'ai le joueur au téléphone. Et je sens son envie, si ça l'intéresse, parce qu'aujourd'hui c'est très difficile de gérer un groupe. Donc aujourd'hui, t'as le côté football, t'as le côté qualité, mais t'as le côté humain. Et mettre deux mecs qui sont pas très sains dans un vestiaire, ça peut te pourrir la saison. Bien sûr, ouais. Sur un début de saison difficile comme cette année. Donc on fait attention à ça et après on avance, voilà. D'accord. Ouais, parce que là, donc on en reparlait tout à l'heure, mais t'as dû recréer aussi totalement quasiment un groupe, quoi. Tu perds Daubin, Lobry, Armand, qui étaient vraiment des joueurs cadres. Tu ajoutes Baptiste qui se pète derrière, t'as vraiment une structure de base qui est partie quasiment, quoi. C'est là que le choix des hommes est important. Ouais, alors tu vois, Assis, on lui a proposé peut-être de revenir, lui pour des raisons, il a pas continué. Romain, c'est une discussion. Romain, il voulait 2 ans à son âge, nous on voulait pas 2 ans parce que c'est son âge. Donc la discussion elle a été franche avec lui, c'est de dire moi soit je me battais pour lui, mais peut-être qu'il aurait gagné moins d'argent parce que son âge, ou soit il était capable d'aller chercher un contrat de 2 ans ailleurs. Voilà, Romain est aussi, moi je l'adore, c'est un super mec, mais Romain est assez compliqué quand il joue pas. Quand t'arrives à un âge comme ça, c'est aussi compliqué. Moi, je l'ai vécu. J'ai joué jusqu'à 37 ans. Quand t'es à cet âge-là, t'es un casse-couille, quoi. Et voilà. Et on voulait peut-être amener plus de vitesse. Et on voulait surtout, ce qui était important, moi, ce que je voulais pas, c'est repartir sur des contrats d'1 an avec des prêts. Parce que tu es obligé de tout recommencer. Aujourd'hui, si on avait eu anticipé cette année, Daubin serait encore peut-être avec nous, Lobry serait encore certainement là. C'est-à-dire que des choses où tu as 2 années, où tu as 4 descentes, ok, tu peux en réussir une, mais si tu es obligé de rechanger 6 joueurs parce que tu as 5 prêtés et tu as 2 fins de contrat, tu repars à 0. Ouais, c'est une des réussites de ce mercato aussi. Vous avez signé tout le monde la pour réussite, 2 ans. je te dirai à la fin de la réussite. Oui, mais comment de ta part Mais on voit la différence par rapport aux premières années. Où il y avait même l'année dernière, je pense qu'on finit à 5 ou 6 prêts, je pense, dans l'effectif. Oui, mais qui sont en plus de bons joueurs, donc finalement, par exemple, je me souviens de Boto, arrière-gauche, en fait, c'est trompeur, parce que tu dis, bon, on a un super arrière-gauche, sauf que le mec, fin juin, il s'en va, quoi, en fait. Oui. Et c'est, c'est particulier, c'est pris, donc ça vient aussi de toi, de la demande à ta direction, de pérenniser des joueurs, et de les intégrer dans ta... Non, mais aujourd'hui, t'es obligé pour une chose. Au niveau sportif, ça t'amène des garanties, parce que tu peux travailler sur 2 ans. Mais aujourd'hui, on est en train de faire, je pense, un boulot important. Parce qu'on n'a pas de joueurs cadres, donc ça veut dire qu'on sort des joueurs. Mais aujourd'hui, l'année passée, Lobry part libre, Daubin part libre. Aujourd'hui, quand tu as des contrats de 2 ans, peut-être qu'à la fin de saison, on aura des joueurs qui seront demandés, mais ils ne sont pas libres. Donc ça veut dire, et pas libre, tu viens l'acheter.
Donc c'est de l'argent qui rentre dans les caisses du club, qui peut augmenter ton budget pour l'année prochaine et peut-être te permettre de prendre un joueur meilleur. Donc c'est aussi une logique du club. Si tu veux pérenniser ce club-là, il faut que tu arrives à vendre des joueurs, à prendre des joueurs que tu sors peut-être un peu de nulle part, et de dire à la fin de saison, je suis demandé. Aujourd'hui... Samuel Essendé, par exemple. Voilà, Samuel Essendé. Aujourd'hui, peut-être Noesso, à la fin de saison, sera demandé. Qu'est-ce que tu fais? Tu le vends, tu le gardes, mais au moins, tu as le choix. Ouais, d'accord. Le là, club contrôle un peu la situation. Oui, là tu n'as pas le choix, ils sont libres. Je veux dire, toi, tu vas leur proposer un salaire. Un club qui a 3 fois plus de budget que toi te propose le double, voire le triple. Il fait quoi, le joueur? Il s'en va, hein. Je suis désolé, hein, il va pas. Même s'il aime Pau, même s'il est là. Il aime voir les Pyrénées. Même s'il va te dire, moi j'ai une famille, voilà, je pars. Même si son meilleur ami est défenseur central et capitaine. Et encore, lui, ça a été un dilemme. Parce que je pense pas que ça a été la... Bon, ça a fait pencher la balance du côté de Caen, mais il a longtemps hésité. Ouais, du coup, pour rebondir sur la capacité à vendre les joueurs aussi, c'est aussi tout le travail que tu fais maintenant de construction d'effectifs, mise en place du jeu, tu n'auras pas besoin de le refaire l'été prochain. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, s'inscrire dans la durée. Ça veut dire que c'est ce que font. Par exemple, aujourd'hui, on se dit Caen ils sont bien, cette année, on les voit beaucoup plus forts que l'année passée. Voilà. D'accord. Mais Caen, ils ont fait quoi? Ils ont fait 2 retouches, 3 retouches. Donc ça veut dire que si tu fais une saison, tu identifies là où les manques que tu as. Donc ça veut dire que si tu n'es pas obligé de changer 5 ou 6 joueurs, tu peux mettre un peu plus d'argent sur un joueur et te dire, voilà, on prend... Je te prends un exemple. Aujourd'hui, nous on a 7 buts, on n'a pas assez marqué, mais finalement on joue pas mal, mais on se crée des occasions. Tu te dis à la fin de saison, on va essayer de trouver le vrai attaquant, quitte à peut-être se tromper, mais à prendre un attaquant qui te fera passer un palier. T'as moins de profils à cibler. J'ai moins de profils à cibler, j'ai moins de trucs à changer, et j'ai moins de schémas à remettre en place parce que tout le monde sait où il faut aller sur le terrain. Donc peut-être pas un nouveau mercato avec 13 départs et 14 arrivées. Non, si on a fait ce mercato-là... c'est pour enclencher un nouveau cycle. C'est pour enclencher quelque chose d'autre. Ok. Moi, j'avais du coup, pour enchaîner après le mercato, tu parlais de ce championnat. Nous, on en parle beaucoup ensemble. Pour nous, ce serait littéralement un exploit que le Pau FC se maintienne, vu la densité de ce championnat. On le trouve particulièrement difficile cette saison. On voulait avoir ton avis sur justement cette densité avec ces 3 énormes clubs qui sont descendus de Ligue 1, ces fameuses 4 descentes, on l'a assez répété. Et est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est quelque chose que tu le vois? Est-ce que tu le vois en termes de l'intensité? On voit des fois des bancs très nerveux. On a l'impression que c'est les dernières journées de championnat parfois, alors qu'on est encore au mois de septembre. Qu'est-ce que tu penses de cette saison de Ligue 2? Moi, je l'ai dit déjà l'année passée, je pense que c'est 2 années terribles. La Ligue 2 aura jamais été aussi dure que ces 2 saisons qui vont venir. Parce que déjà, t'as qu'à descendre, donc c'est pas pareil. Les 3 qui sont descendus, c'est 3 monts. Enfin, t'as Bordeaux, t'as Saint-Etienne, t'as Metz, t'as Caen qui veut remonter, t'as Le Havre qui veut remonter. Donc finalement, t'as 12 équipes. Si tu prends le championnat, t'as 12 équipes qui veulent monter. Ouais. Donc 12 équipes qui vont monter, t'as que 2 montées. Donc il t'en reste 8 qui vont se battre pour pas descendre. Nous, par rapport à notre budget, je pense que ça sera un exploit, mais on va le faire. J'en suis persuadé aujourd'hui. J'ai eu quelques doutes au départ parce que les paris, Henri, je n'étais pas sûr qu'il retrouve ce niveau-là. Cécile, je le voyais très nerveux. Voilà, il y a plein de choses qui font que Noé, je savais pas son potentiel, mais il y a plein de choses qui font que aujourd'hui, je suis persuadé que t'as moins d'inconnus. Mais j'ai un groupe plus pro et plus structuré que l'année passée. Donc ça veut dire que voilà, j'ai des leaders un peu dans chaque zone. Henri, un leader au milieu de terrain, quoi, c'est un leader derrière, Arvin sur le côté. Voilà, et je pense qu'on est... Je suis pratiquement sûr aujourd'hui qu'on va y arriver. Maintenant, ça se joue à peu de choses. Voilà, il y a des matchs où... Oui, tu prends le dernier match, Valenciennes, ça peut mal tourner aussi. Ça peut mal tourner. Voilà, il va falloir être vraiment très vigilant par rapport à chaque match, parce qu'aujourd'hui, tu t'aperçois que
tout le monde peut battre tout le monde. Ouais. Il y a une telle peur de descendre, il y a une telle pression de l'autre côté pour monter, que finalement, il y a des moments, ça s'équilibre vraiment. On voit aujourd'hui, on a dit, c'est compliqué de jouer Valenciennes. Nous, à 11 contre 10, on s'est fait peur. Mais dans le même temps, tu vois Caen qui va perdre à Grenoble, alors qu'ils sont 11 contre 10. Eux sont 11 et Grenoble 10, et ils perdent le match. Tu vois Rodez qui va gagner à Paris, par exemple. Voilà, donc aujourd'hui, c'est compliqué. Et il va falloir être présent tout le temps. Et c'est pour ça que là, les 6 matchs qui vont venir avant la trêve vont être très importants, parce que je pense que tu peux être, finalement, on fera le bilan à la trêve, mais je pense que tu peux être au même niveau que l'année passée. Et tout en sachant qu'on a dit, l'année passée, on a fait un super début de saison. Et que là, aujourd'hui, on disait, début de saison, il est pourri. Mais finalement, à la trêve, je pense que tu peux être à peu près au même niveau. Et tu t'es fixé un objectif de points, du coup? Tu vises combien? Tu vas pas nous le dire. Ça, 18 points, quelque chose comme ça? Non, ça, c'est entre... sincèrement, je ne vais pas le dire là, mais c'est entre les joueurs. Voilà. On a fait un bilan, on avait 3 points au bout de 6 matchs. Moi, j'ai donné où il fallait absolument rentrer à peu près dans les clous pour rattraper ce début de saison, de dire si t'es à 16 points, 15 matchs, t'es pas mal. Bon, aujourd'hui, on peut viser un peu plus, on peut viser plus haut. Alors, je dis pas que t'es bien à 16 points en 15 matchs, c'est pas suffisant. Mais par rapport au début de saison où t'as 3 poins en 6 matchs, ça veut dire que t'as déjà gommé. Oui. Voilà. Dans les temps de passage, t'as rattrapé un peu le temps. Parce que j'avais fait la première année où quand tout le monde me disait que j'étais un peu moins bien vu quand même. Mais on avait 14 points. Et tout le monde, après chaque match, disait c'est le match de la dernière chance, c'est le match de la dernière chance, c'est le match de la dernière chance. Moi, j'ai fait une feuille de route en disant voilà, maintenant il nous reste 17 matchs. On a le droit de perdre 5 matchs. Et il nous faut 6 victoires. Ouais, c'est comme ça que tu as joué sur ton groupe pour le motiver. Il faut 6 victoires. On a eu la chance d'aller gagner à Guingamp et de recevoir Amiens et de gagner. Donc après, sur le tableau, quand tu regardes, alors que tout le monde te dit que c'est la dernière chance, quand tu regardes ton tableau, tu as le droit encore à 6 défaites et il te faut 4 victoires. Tu te dis, c'est pas le match de la dernière chance. Donc c'est libéré. Et du coup, voilà, pour les joueurs, ça doit leur permettre de se libérer aussi. Voilà, mais c'est ce que je voulais. De pas arriver sur le terrain avec le couteau sous la gorge. On a le droit de perdre encore. Par contre, on en a 5. Si on en perd, on n'aura que 4. Mais on a encore le droit de perdre. C'est pas fini. On n'est pas à la 38e journée. Et ça, on l'avait vu alors cette saison-là sur le match de 3 où je me rappelle, on voit l'équipe rentrer sur le terrain sans la peur de perdre, comparé au match d'avant avec vraiment l'envie d'aller bouger l'adversaire et gagner. Ouais, mais moi, c'est ma plus belle réussite, ça. C'est la plus belle réussite, parce que je dis toujours qu'un entraîneur, quand tu gagnes, ça c'est facile. Si tu vas dans un grand club, aujourd'hui, oui, Mourinho, il gagne, Conte, il gagne, à un moment donné, il gagne, alors tu as une pression supplémentaire, mais t'as de vrais joueurs, hein. T'as des joueurs du top du top. Après, quand tu perds dans un contexte un peu moins important, c'est là où la valeur, je dis pas la valeur, mais ton métier, ton métier rentre vraiment en compte. C'est comment tu fais réagir un groupe qui perd, comment tu arrives à renverser la tendance, comment tu arrives à les emmener encore avec toi. Parce que quand tu gagnes, c'est facile, hein. Tu as gagné, le match d'après, tu dis, voilà, je remets les mêmes. Et on essaie surtout, des petites retouches, mais on laisse le vaisseau attendre. Mais la confiance, elle est là, les mecs, ils sont libérés, ils ont gagné, voilà. Parce que ce qui te fait, alors au-delà des qualités, mais ce qui te fait perdre ou ce qui fait mal jouer un truc, parce qu'on dit il y a des moments, moi j'entends souvent et je l'ai entendu, ils n'ont pas envie ou ils sont pas agressifs. Mais t'es pas agressif, t'as peur de se faire éliminer, tu y vas sur la pointe des pieds, tu te retrouves devant le but, t'as pas marqué depuis un moment, j'y vais pas, je fais le bon appel, machin. C'est de jouer un football libéré qui te permet tant que t'es pas libéré, parce que le footballeur, je dis, tous ceux qui sont pros, ils ont des qualités, il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus que d'autres, mais ça se joue là, c'est la tête. Et c'est là-dessus que tu aimes les faire progresser, toi, en tant que coach. C'est ça qui est important. De trouver les leviers de... Moi, j'ai l'impression que tu t'éclates, tu as l'air de t'éclater en tous les cas dans la gestion de ce groupe, et pour enchaîner, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression que finalement le Pau est le bon cocon, en tous les cas, la bonne base pour
justement exercer tes qualités de coach. On a l'impression que dans les intentions de jeu, finalement l'équipe progresse en même temps que le club et les infrastructures. Là, on se voit ce soir dans des locaux qui sont quasiment flambant neufs. Ouais, parce que c'est bien d'être au début d'un projet de la Ligue 2, parce que tu laisses ton empreinte, tu laisses quelque chose, tu fais, et puis moi, je l'ai pas caché. Moi, je suis à Pau parce que je peux allier les deux. Je peux allier, voilà. Moi, aujourd'hui, je cours plus après. T'es entraîné en Ligue 1, j'ai entraîné en Ligue 1 en Suisse. Voilà, j'ai fait la Coupe d'Europe avec la Suisse. J'ai fait une carrière de joueur. Je dis pas que je vais faire 15 ans à Pau. Peut-être que ce sera peut-être ma dernière saison, j'en sais rien. Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de cette proximité. Moi, voilà, je finis un match. Je remonte chez moi, je passe un jour avec ma famille, voilà, j'ai une petite fille, voilà. Tu cours le monde un peu pour un peu gagner d'argent, voilà. Bon, aujourd'hui, je pense qu'à mon âge, c'est pas forcément ce que j'ai envie. Peut-être que j'aurai envie dans 1 an ou dans 2 ans peut-être d'entraîner une sélection nationale ou une sélection, je sais pas. Bon. Mais c'est sur ce moment-là, oui, je prends du plaisir. Je prends du plaisir sincèrement parce que j'ai aussi trouvé un staff très très compétent, bosseur, et où on s'entend super bien. Et je pense que c'est aussi une des réussites par rapport au groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre Pierre, entre Kamal, moi, Benoît, il n'y a aucune faille. Donc il n'y a aucun joueur qui peut s'engouffrer dedans. C'est impossible. Pourtant, c'est des mecs qui viennent de national parfois. Ouais, mais ils ont appris aussi avec toi, peut-être, quand on contacte. Peut-être que oui. Ouais. J'ai un peu plus d'expérience, donc mais moi je délègue aussi pas mal. Donc ça veut dire que je suis pas le mec qui va tout contrôler, voilà. À partir du moment où tu fais confiance à quelqu'un, tu fais confiance. Mais t'as le vécu du haut niveau qui fait que sur certains points, tu vois, Pierre, au départ, il faisait travail physique pour tout le monde, la même chose. Tu fais travailler tout le monde la même chose, de 18 ans, 33 ans, 32 ans. Carrière ou pas carrière, la même chose. Et tu peux pas, il faut que tu joues un peu là-dessus. Je veux dire, tu dis à tout le monde, oui, vous avez 3 blocs à faire, mais peut-être que sur certains, tu leur dis, bon, écoutez, le 3e, il est facultatif. Mais le 3e facultatif, ils le font tout le temps. Mais tu leur donnes le choix. C'est pas toi qui décides, c'est eux. Et ça change tout. C'est comme quand tu as un plan de jeu, tu te dis, moi, c'est mon plan de jeu, mais ton plan de jeu, le meilleur moyen qui fonctionne, c'est que ça soit eux qui l'intègrent. Ça devienne leur plan de jeu. Ça devient leur plan de jeu. Donc voilà, il y a plein de choses. Mais c'est des mecs honnêtes, simples, sincères, et avec qui... travailleurs, quoi. Ils mentent pas, quoi. Moi, je suis là à 7h30, on finit, voilà, on est encore là, tu vois. Voilà. Mais c'est les mêmes. Voilà, et ça, c'est important. Didier, pour parler plutôt de l'homme, puis du joueur et de l'entraîneur, t'as commencé à Vevey, à entraîner. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours voulu faire, ou c'est le contexte? Si je me trompe pas, t'as été joueur-entraîneur là-bas? Ouais. Est-ce que dans ta carrière de joueur, tu pensais être entraîneur? Non, moi j'ai passé mes diplômes très tôt. Je crois que j'étais à Niort en tant que joueur. Donc après Niort, j'ai fait Reims, j'ai fait Saint-Étienne, j'ai fait Martigues, j'ai fait Bordeaux. Donc mais parce que je me suis dit, je voulais rester dans le milieu du football. Donc faire quoi? Être dans un bureau, ça m'intéresse pas du tout. Donc j'ai dit, je vais passer les diplômes d'entraîneur. Pour me donner une chance. Parce qu'au départ, tu sais pas si c'est fait pour ça ou pas. Sincèrement. L'option de... Mais je voulais avoir cette option-là. Et puis après, tu vois, je pars à Bâle, et je suis toujours en rapport avec mon ancien président de Sion, avec qui j'ai joué. Enfin, voilà. Et lui me dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je vais rentrer en France. Il me dit, écoute, moi, j'ai des affaires sur Vevey. Il me dit, écoute, prends Vevey en 3e division et tu fais entraîneur-joueur. Je dis, ouais, pour commencer, pas mal. Donc, ça a commencé comme ça. Et sincèrement, je me suis pris au jeu, même si entraîneur-joueur, c'est très compliqué. Ouais. Je l'ai fait 2 ans, après j'ai arrêté. Ouais, 2 ans d'entraîneur. Et après j'ai fait... Mais j'ai fait entraîneur-joueur en 3e division parce que je me sentais encore capable de jouer. Entraîneur-joueur, si t'es pas capable de... Moi, bon, voilà, pour te dire, les 2 années qu'on a fait en Détroit Suisse,
j'ai mis 15 et 16 buts, 15 la première et 16 donc la deuxième. Donc tu te mettais titulaire, quoi. Obligatoirement, tu joues en pointe, quoi. La feuille de match était simple. C'est 37 ans. Ouais. Ah ouais, chapeau. Et si tu veux, Tu sortais pas. Pas de remplacement. Ouais, des moments je sortais, oui. Je me remplaçais, mais si tu veux, au moins, je veux dire, et tu vois, par exemple, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'on faisait un travail physique et un travail de jeu. Moi, pour pas dire, bah ouais, mais lui, il est entraîneur et il joue, je faisais pas le jeu, mais je faisais le travail physique. Ah ouais, par l'exemple, finalement. Pour l'exemple, tu vois, je faisais ça. Ok. Et puis après, donc quand on fait ça, il y a Sion qui est relégué, qui est en 2e division, qui est relégué en 3e division. Au départ, elle n'est pas reléguée. Le président m'appelle pour entraîner Sion, donc j'y vais. Monsieur Constantin, c'est ça? Donc il m'appelle, et puis pendant que je suis là-bas, il est relégué. C'est une histoire de fou, mais bon. Il est relégué, mais il me dit, écoute, je vais me battre dans les tribunaux, donc on ne jouera pas en 3e division, on va attendre. Donc pendant 2 ou 3 mois, tu entraînes des joueurs où tu joues pas. Le championnat a commencé en Ligue 2, le championnat a commencé en national, et toi tu joues pas, et tu t'entraînes. Et on fait des matchs amicaux, Et puis, au mois de, je crois que c'est début novembre, on est réintégré. En quelle division? En Ligue 2. Avec 0 points. Avec 0 points et avec 10 matchs de retard. Et tu joues tous les 3 jours. Ça, c'est ta première expérience de coach tout court. Ouais. Tu ne choisis pas la facilité quand même. Et à ce moment-là, je me souviens, tu peux l'appeler, il va t'en parler parce qu'il m'en parle encore. Tu me passeras le numéro. La veille qu'il m'appelle, on est en Italie, on joue la Fiorentina en match amical, la réserve de la Fiorentina en match amical, et j'ai 2 Brésiliens qui sont attaquants. Et les 2 Brésiliens se blessent. Donc il m'appelle, il me dit on est réintégré. On joue dans 3 jours, on joue Bulle dans 3 jours. Je dis, mais on peut pas jouer, on n'a pas d'attaquant. Il me dit t'inquiète, viens. Et je vais dans son bureau et on discute. Je lui dis il faut prendre un attaquant là. Il me dit on peut pas. Mais je dis on fait comment? Mais il me dit tu joues. C'est pas vrai. Je dis je peux pas jouer, j'ai 40 ans, Christian. Je vais pas jouer. Sans prépa. Il me dit on n'a pas le choix. Donc je dis ok. Et on joue Bulle devant 40 000 personnes. Il y avait 10 000 personnes, parce qu'à Sion, il y a 10 000. Et on joue Bulle. Et on gagne à 0, je marque. C'est pas vrai, voilà, incroyable. Et après, j'arrête. Donc c'est le dernier match de ta carrière? Ouais, après, encore, parce que si tu veux, je suis parti de Suisse après, parce qu'on revenait on revenait à 4 points de là. Et si tu veux, mon diplôme était pas validé. Parce que j'étais en train de le passer. Okay. Et là, comme on revenait, que Christian Constantin était entré en conflit avec la Ligue, il avait fait là. Bon, voilà, ils ont dit, bon, votre entraîneur, il a plus le droit d'entraîner en Suisse. Donc je suis rentré, j'ai passé mes diplômes en France, et après j'ai pris Libourne. T'as pris Libourne. Et moi, j'avais, sur notre histoire de saison, j'aimerais juste te questionner sur ton deuxième passage à Sion, où tu es engagé pour maintenir le club. Et tu finis par gagner la coupe de Suisse à la fin de la saison. Ouais. En quelques mots aussi, c'est incroyable cette histoire. C'est assez rare dans le football moderne d'avoir ce genre de trajectoire. J'ai fait 2 fois. Et tu l'as fait 2 fois en plus. Ouais. Alors, il faut savoir que le président est quelqu'un qui consomme les entraîneurs en Suisse, qui consomme les entraîneurs comme... un entraîneur à Sion, il peut faire 15 jours. Il peut faire 3 semaines. Moi, j'ai le record. 1 an et demi. C'est le record de longévité? Ouais. Ah oui, effectivement. Et si tu veux, moi, il m'appelle. Je suis viré de Reims. Je rentre, je suis à Libourne et il m'appelle. Il était, je crois, le 1er avril, c'est ça. Et il restait 7-8 matchs. Ils sont derniers du championnat. Il m'appelle, il me dit, écoute, est-ce que tu veux venir m'aider? Parce que j'ai des rapports assez bons. Est-ce que tu veux venir m'aider pour me sauver? Je dis, ouais, on y va. Et j'y vais, j'arrive, c'est la demi-finale de la Coupe Suisse. Je suis dans les tribunes, il prend pas d'entraîneur, c'est lui qui est sur le banc. C'est le président qui est sur le banc. Et on a un rapport par téléphone, voilà, bon, il gagne la demi-finale. Et on se maintient, on prend le nombre de points nécessaires, on se maintient, et on joue la finale à Berne contre le Young Boys de Berne. Wow. Et on la gagne, on est mené 2-0, on gagne 3-2. Incroyable. Incroyable. Sur le banc, là. Ouais, et je suis sur le banc. Et après, on fait en 2015, la même chose. En 2015, il me rappelle à la trêve en me disant qu'est-ce que tu fais?
Je lui dis, j'étais j'avais arrêté Châteauroux. T'étais plus à Châteauroux. Ok. Non, j'avais arrêté Bastia avec Claude Makelele. C'est la seule fois où j'ai été adjoint de quelqu'un. Donc, j'avais arrêté. Et il me dit, écoute, je suis dernier du championnat. Viens me sauver. Tu l'as fait une fois, tu peux le faire 2 fois. Je dis, ouais, mais... Et il me dit, en plus, tu me gagneras la coupe. Je dis, sur 2 fois. Et on se sauve. Et on va en finale de la coupe à Bâle. Contre Bâle, qui est invaincu chez lui. C'est l'énorme club à ce moment-là. Ouais, qui est invaincu chez lui, qui est premier du championnat. Et on gagne la finale 3-0. Voilà. Et vous qualifiez en UEFA. Et on se qualifie en UEFA. Je fais l'année de l'Europa League, où on tombe dans la poule de Bordeaux. Liverpool, Rubin Kazan. Avec Eto'o à Kazan? Non, il n'était plus. Et on sort. On élimine Rubin Kazan et on élimine Bordeaux et on sort avec Liverpool. 6 fois marque à Anfield. Ouais. On fait 1 partout à Anfield. Incroyable. Et là, si je t'explique, c'est une semaine. Enfin, je suis obligé parce que 8 jours avant, le président me dit faut peut-être qu'aller les voir là-bas. Je dis oui, mais bon. Il dit bon, lui il a un avion privé, donc on part avec le staff, on va voir le truc et il joue à Southampton, Liverpool. Et donc on s'assoit dans les tribunes, tu vois, puis on commence à prendre des notes. On avait vu des images, tu vois, prendre des notes. 5 minutes de jeu 1-0 pour Liverpool, 10 minutes de 0 pour Liverpool, ils gagnent 6-1. Ouais. Le match juste avant vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on met dans les notes là? Ça va être quoi la causerie? Et là tu rentres, tu dis, on va en prendre 12. Les joueurs ils l'ont vu, Liverpool. Ouais. Et on fait 1 partout. Incroyable. Ouais. Ça fait partie de un de tes meilleurs souvenirs d'entraîneur? Ce qui fait partie de mes meilleurs souvenirs, c'est en tant qu'entraîneur, c'est l'Europa League, mais surtout quelque chose où... Parce que les gens ne se rendent pas compte ce que c'est que la Coupe Suisse, c'est comme si tu gagnais la Coupe de France. Ouais, la même je veux dire, mais tu joues devant 60 000, tu la gagnes devant 60 000, tu reviens, il y a 30 000 personnes dans la rue, tu es porté en triomphe, c'est un truc de fou. Et voilà, c'est 2 moments, enfin c'est 3 moments. Il y a quoi, les 2 finales? Ouais, les 2 finales et l'Europa League. Mais après, en tant qu'entraîneur, sincèrement, et c'est pas pour... faire le beau ou dire ma première saison à Pau, finalement la remontada qu'on fait, ça fait partie aussi de mes meilleurs moments d'entraîneur. Ouais, bien sûr. Pour d'autres raisons. Oui, pour d'autres raisons, mais il y a un peu moins de fervocation. Pourtant on essaie de faire de bruit. Si on veut être honnête, j'ai 14 points, je me fais découper. Tout le monde me dit de rentrer chez moi. Tout le monde demande. Nous, jamais. Non, mais tu auras vu que le groupe de supporters. Quand on enchaîne les 6 défaites là, consécutives, là, tout le monde me dit, tout le monde, voilà. Et moi, j'ai toujours tenu en disant, on va y arriver. Même avec mon président, j'ai dit, on va y arriver. Bon, après, quand tu commences à avoir et le fait d'y être arrivé, c'est quelque chose où tu te dis, bon, voilà, t'as réussi quelque chose. Tu t'es pas demandé à un moment donné, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai signé ici? Oui, on en parlait avec mes enfants ce week-end. On en parlait parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a Pau, j'ai Sion, encore une fois, qui me veut absolument pour signer un contrat de 3 ans. Et j'ai un contrat dans les mains, et je suis pas mytho aujourd'hui, hein, ça peut être vérifiable. J'ai un contrat dans les mains où il est signé du président, je mets la durée et le montant que je veux. Et je viens à Pau. Pourquoi tu viens à Pau? C'est le challenge en plus? Non, je viens à Pau pour ce que je t'ai dit avant. C'est qu'à un moment donné de ma carrière, je venais de faire construire chez moi. Mes enfants, moi je suis divorcé, donc ça fait aussi mes enfants. Je les voyais 2 fois par an. Là, je peux les voir tout le temps. J'avais besoin de ça. J'avais cette notion de qualité de vie. Je courais plus après quelque chose. J'avais une qualité de vie qui vaut à un moment donné tout l'argent du monde. Je veux dire, quand t'es bien dans ta peau et que t'es bien chez toi, voilà, ça vaut tout. J'aurais gagné certainement 10 fois plus à la Sion, mais t'as un âge avancé, tu commences à avoir un âge où tu réfléchis différemment. J'aurais certainement pas fait ce choix si j'avais eu 30 ans, mais voilà. Justement, en parlant d'âge, sans me dire que t'es vieux, mais est-ce que tu te vois entraîner longtemps? Est-ce que c'est quelque chose que t'as réfléchi? Ouais, c'est assez clair dans ma tête. Parce que c'est un métier qui est même violent. Non, c'est assez clair dans ma tête. Je ferai au maximum 4 ans encore, pas plus. J'ai envie de profiter un peu de bien, parce que sincèrement, je suis pas très facile à vivre. Je veux dire, quand tu perds un match et que tu parles pas pendant un week-end, ceux qui sont à côté de toi,
Je pense qu'ils ont, à un moment donné, ils ont peut-être envie que tu arrêtes un peu, quoi. Si on revient même sur ta carrière d'entraîneur, enfin ta carrière de joueur avant, est-ce que tu as des entraîneurs qui t'ont marqué Ouais, j'en ai. Qui t'inspirent. Voilà, on se pose la question aussi. J'en ai 3-4 où je me suis inspiré. J'ai essayé de prendre un peu dans chacun. Ouais. Bon, il y a Roland Courbis, parce que au-delà du non, mais t'as connu à Bordeaux, c'est ça? Ouais, j'ai connu à Bordeaux, et j'ai connu à Bordeaux et à Toulon tout départ de ma carrière. D'accord. C'est lui qui te lance en pro? Ouais. D'accord, ok. Et Roland, alors, tactiquement, c'est un mec qui est très fort. Et c'est quelqu'un qui, dans son management, Roland, tes joueurs, tu rentres dans son bureau pour une question, tu ressors de son bureau, tu sais pas pourquoi t'es rentré. Voilà, donc voilà, cette façon, cette façon de tourner les choses et d'amener des choses, voilà, lui, il a été important. Après, j'ai eu Didier Noto à Reims. Et Didier Noto, c'est important parce que moi, à Reims, j'y vais, je sors d'une période un peu où je joue pas trop à Niort, là, et j'ai un souci avec mon fils, qui marche plus du jour au lendemain. Bon, maintenant ça s'est réglé, très bien, mais et là, t'as ton fils qui marche la veille, le lendemain il marche plus. Et lui, il a eu une démarche en disant, voilà, il a pris le groupe. Il a dit, voilà, Didier va s'occuper de son fils, mais on a besoin de lui le vendredi. Donc le lundi, mardi, mercredi, si j'avais envie d'aller à l'entraînement, j'allais à l'entraînement. Si je devais partir à Paris dans un hôpital, voilà. Et lui m'a apporté ce côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que tu peux tout dire à un joueur sur le côté sportif, mais le côté humain est important. Un joueur, moi, aujourd'hui, me dit, j'ai un problème familial, j'ai quelqu'un qui est décédé ou quelque part, je lui donne 2 jours. C'est pas un souci. Et je vais pas le condamner après pour lui dire voilà. Parce que je pense que ce que tu vas lui donner à ce moment-là, il va te le rendre en plus fort. Bien sûr. Donc, lui, il m'a vraiment amené sur ce côté-là. Et après, il y a Christian Gross que j'ai eu quand j'étais joueur à Bâle, qui est la rigueur. La rigueur, le respect, là, tu arrives pas 1 minute en retard, tu arrives pas 30 secondes en retard, tu as un rapport à l'âge qui est important, la discipline dans le jeu, la discipline, voilà. Le travail. Le travail. Et tout, j'ai essayé de... Un mix. Ouais, mais il y a une chose que j'ai pas du tout essayé de copier, c'est ta personnalité, parce que moi, aujourd'hui, tout le monde me pose la question, pourquoi jean blanc, pourquoi jean noir, t-shirt blanc et basket blanc? Parce que je suis comme ça dans la vie. Et que sur le banc, j'ai pas besoin de jouer un rôle. Je suis comme ça, donc je reste comme ça. D'accord, ok. Tu parlais d'un 4e coach, le 4e... Après, ça fait déjà pas mal. Non. Alors, non. Après j'en ai un autre, mais c'est Jacques Santini. Et lui, je l'ai pris pour tout ce que je voulais pas faire. Ah ouais. Non, mais ça le mérite d'être clair. Il écoutera pas. Et du coup, pour élargir la question, je sais que quand on interroge les joueurs, quand on les interviewe, le premier truc qui ressort chez toi, c'est le côté cash, sincère. C'est vraiment la première chose qu'ils citent. Et moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu penses être le coach que tu aurais aimé avoir quand tu étais joueur? Est-ce que tu t'es modelé aussi comme ça sur ce côté cash, puis même sur les autres aspects. Hein. Alors je sais pas si j'aurais aimé le coach, parce que si les coachs ne me faisaient pas jouer, j'étais un peu un trou du cul, mais en tout cas, alors je vais être un peu plus là. Je pense que je suis l'homme aujourd'hui que mon père a voulu que je sois. Okay. Voilà, c'est avec ces valeurs-là. Je crois que c'est encore mieux. Et c'est des valeurs où tu triches pas. Alors ça plaît pas toujours. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai autant de rapports avec des joueurs avec qui j'ai lancé la carrière ou qui sont en haut, que de ceux que j'ai pas gardés en fin de saison. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire, écoute, va voir le directeur sportif, il va te dire moi aujourd'hui, je suis capable d'être là et de dire, voilà, notre feuille de route, elle est comme ça. Aujourd'hui, par rapport aux qualités que tu as, je vais chercher autre chose, donc on va pas te garder. Ouais. Mais au moins, tu es sincère, tu es honnête, tu trahis personne. C'est toi qui t'occupes de ça? Oui.
Et pour moi, c'est vraiment important. Ouais. Parce que... Oui, c'est du rapport humain. C'est un rapport humain. Et puis voilà, moi aujourd'hui, je vais jamais promettre à quelqu'un qui... Même dans les recrues, quand on recrute, je dis ok, on te veut. Mais... Après, je te dis pas que tu vas jouer 30 matchs. Ouais. Après, c'est toi qui vas faire. En tout cas, tu corresponds à ce qu'on veut. Maintenant, je te dis pas que tu es 3e ou 4e attaquant ou voilà. Ouais. Si tu es bon, tu vas jouer. Si t'es pas bon, tu feras comme tout le monde, tu auras ta chance sur le banc parce que. Et je pense que tu es gagnant avec tes joueurs. Je suis même sûr, même sans parler du football, je pense que tu es gagnant dans la vie si tu fais ça. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et tu parlais d'être cash. C'était une de nos dernières questions sur cet aspect. Que les joueurs peut-être apprécient ça. 2022, tu as commencé à coacher il y a plus de 12-13 ans maintenant. Mm-hmm. Est-ce que tu sens une évolution dans le joueur professionnel d'aujourd'hui? Est-ce que tu sens que le joueur pro est plus le même qu'avant? Alors je pense que oui, mais sous quelle manière? Parce que peut-être que parfois ce discours cash plaît pas forcément à cette nouvelle génération de joueurs qui, comme tu disais tout à l'heure, des fois une bonne saison et veut... Je suis pas sûr que le caractère des joueurs ait vraiment changé. Même si je pense que c'est ce qui est autour qui a changé. L'environnement. Ouais, c'est ce qui est autour qui a changé. Je veux dire, aujourd'hui, moi, quand si j'étais pas bon, mon père, mes amis, mon agent me disaient, écoute, maintenant il va falloir que tu travailles. Alors que maintenant, écoute, c'est pas grave, ton entraîneur c'est un connard, il comprend rien. Moi, je vais te mettre dans un autre club et tu verras, ça se passera différemment. Mais ça change complètement la donne. Ils sont dans un cocon, c'est comme la société, c'est vrai. Voilà. C'est jamais la faute de... Donc, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est un peu... Voilà. Moi, mes enfants sont pas comme j'étais, mes petits-enfants, ma petite fille, elle est pas comme... là, parce que ça bouge. Alors, ce qui est important, c'est que tu dois t'adapter. Ben ouais, bien sûr. Aujourd'hui, au départ... des joueurs assez jeunes, au départ, c'était pas de téléphone dans les vestiaires, c'était pas de... Ben, t'es obligé d'avoir un compromis aujourd'hui. Ah ouais, tu es obligé d'avoir un compromis. Tu te dis, voilà, à partir de telle heure, il n'y a plus de téléphone, à partir de telle heure, il n'y a plus de messages. Mais tu peux aussi laisser la musique, tu peux laisser certaines choses. Donc, tu es obligé de trouver des compromis. Tu composes un peu quand même. Il faut faire avec son époque, entre guillemets, mais avec ce changement de société. Ça doit demander s'adapter. Non, mais aujourd'hui, un entraîneur qui est que dans la rigueur, que dans un Van Gaal, quoi. Que les coups de bâton, aujourd'hui, il est mort. Ouais, aujourd'hui, pour moi, il peut pas entraîner. C'est impossible. Son discours passe plus avec dans la durée, ils vont te dire, t'es bien gentil, mais si on gagne pas un match, c'est toi qui vas gicler. Hein. Ouais. Et il y a des entraîneurs, tu prends un exemple sur des entraîneurs, il y a des entraîneurs qui, je sais pas comment on dit, qui te font rêver dans ce milieu-là, mais comment tu vois un manager? T'es plutôt Klopp, Ancelotti, Guardiola? Moi, j'adore Klopp. Moi, j'adore Klopp. C'est le lien humain, quoi. Moi, j'adore Klopp parce que Klopp, il est capable de dézinguer ses joueurs en conférence de presse et le lendemain de les porter au nu. Mais ça s'appelle du management. Il est proche. Alors, c'est proche des joueurs, mais il y a la hiérarchie. Non, mais il y a la hiérarchie. Il y a l'exigence derrière. Ça veut dire qu'ok, je peux discuter, je peux rigoler avec toi. Mais attention, c'est moi le boss, c'est moi qui commande. Donc, par contre, s'il y a une sanction à prendre, je la prendrai. Ouais. Après, le jeu, bien sûr, Guardiola, c'est un truc que tu regardes. Parce que t'as des redoublements de passes, parce que t'as... Là, mais... T'es foot... foot addict ou... Ouais, tu suis un peu le foot d'ailleurs. Tu peux regarder des matchs pendant... Ou pas trop... En dehors de ton... Ou c'est juste le taf? Non, je regarde. T'es passionné. Oui. Mais moi, je suis un passionné depuis là, voilà. Mais après, j'en regarde un peu moins parce que déjà, t'as déjà pas mal de matchs à regarder par rapport aux adversaires. T'as les matchs à regarder quand tu joues. Il faut savoir que nous, on joue le samedi soir, le lundi ou voire le mardi. On fait un retour sur le match. Donc, on fait un retour vidéo de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Là. Mais aujourd'hui, par contre, t'as plus le droit de te tromper. Hein. Avant, tu pouvais faire un retour. C'était un magnétoscope, ils enregistraient, machin. Maintenant, t'as les réseaux sociaux. T'as Twitter, t'as machin. Tout est filmé, tout est disséqué. Et toi, le lendemain, quand tu es là, tu vas dire, voilà, t'as pas regardé le match. Hein. Tu vas dire, écoute, bon, toi, ce que t'as vu sur le match, c'est l'erreur, elle vient de ta part. Le joueur, il va se lever et dire, non, pas moi, un coach. Hein. Là.
Donc ça veut dire que toi, tu regardes le match, tu dissèques, tu sais exactement ce que tu vas dire parce que tu n'as pas le droit de te tromper. Oui, parce que le joueur, il a regardé, il a été sur le Twitter d'Alex, 1959, et il a vu toutes ses là, stats. Ça ment pas, là. Et au-delà du football, est-ce que tu as d'autres sports que tu regardes pour l'aspect tactique, sur lequel tu vas t'inspirer? Le handball, par exemple, je sais que certains entraîneurs l'utilisent. Non. T'es vraiment foot. Non, moi tu vois, quand on parle d'entraîneur, par exemple, l'entraîneur de hand, Onesta, sur son bouquin, il a des trucs fantastiques. Oui, sur le coaching. Mais non, son coaching, faire adapter le projet par les joueurs, son constitution d'un staff. Il te dit, moi, j'ai pas un staff avec le meilleur préparateur physique, le meilleur entraîneur adjoint, le meilleur analyste vidéo. J'ai une somme de personnalités qui s'entendent super bien. Et cette somme de personnalités qui s'entendent super bien, elle est supérieure à la qualité que je pourrais amener avec des mecs qui s'entendent pas forcément bien. Ouais, c'est un deuxième collectif, comme tu parlais pour les joueurs. Ça, c'est primordial. C'est la base. Ouais. On va conclure en parlant un peu de la suite de la saison. On a 6 matchs qui arrivent. On a un match difficile à Saint-Symphorien samedi prochain. Après, tu as une séquence plus simple, même si ça ne sera pas forcément d'accord. Non, rien n'est simple, mais plus notre championnat. On parlait des 12 premiers. Il y a 4 équipes qui sont dans notre championnat. Il y a Rodez, il y a Nîmes, il y a Annecy. J'ai oublié le 4e. Avant 2 matchs qui, pour le coup, seront plus compliqués avec Amiens qui vient ici et le déplacement à Bordeaux que tu as sûrement noté depuis le début de saison. Comment tu vois déjà ce premier match à Metz et puis la suite? Metz, c'est pas forcément dans une bonne dynamique. Ils ont 3 joueurs en moins, vu ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Ce qui s'est passé. Je pense que ça peut être un match où on peut ressortir encore avec quelque chose. Et puis surtout, sur les 6 matchs, on va en avoir 3 à la maison. Ce qui est, par rapport à notre début de saison, on en a eu 2 à l'extérieur qui étaient toujours compliqués. Je pense que j'espère que le terrain va s'améliorer un peu parce que pour le moment, il est vraiment pas bon, mais tout le monde essaye de vraiment le mettre mieux. Je pense qu'on peut faire quelque chose, mais il faut pas s'attendre. Il faudra qu'on soit patient dans le jeu. Il faudra qu'on soit. C'est des matchs un peu comme Valenciennes où ça peut se jouer sur peu de choses. Mais là où j'étais fou après Valenciennes, c'est parce qu'on doit tuer le match. À 2-0, le match il est fini. Et sur une action anodine, tu peux faire un 1 à la fin du match et t'es comme un con. Donc je pense qu'on a trouvé des leviers. Je pense qu'on peut vraiment être au mois de novembre à la trêve internationale. On peut passer une trêve internationale qui serait assez sympa si on fait le job. Et en tout cas, on a la qualité pour le faire. J'ai une petite question. Les matchs, tu les abordes différemment, que ça soit de notre championnat? Tu sais, on a parlé de ces 10 équipes de ton championnat. Un match contre Laval, Annecy, QRM, tu vas l'aborder différemment qu'un match contre Saint-Etienne, Bordeaux avec tes joueurs? Non. Alors oui et non, parce que... Il y a une action supplémentaire quand même sur ces matchs à 6 points, quoi. Ouais, mais toi tu dois pas, justement. Donc moi j'essaie de faire une théorie qui est jamais la même pour surprendre et pour que ça soit pas toujours réverbatif et la même chose. Mais tu peux dire, par exemple, quand tu vas à Caen, de toute façon, aujourd'hui... C'est un bonus, quoi. Non, mais aujourd'hui, t'as rien à perdre. Ouais. Aujourd'hui, si moi si je coche l'auto sportif, je coche le 1 et je vais même pas chercher ailleurs. Mais on peut être la belle surprise de la soirée. Tu peux pas le dire à Quevilly. Ouais, donc la causerie est différente. Donc la causerie elle est différente, mais encore une fois, c'est le fait que tu imposes ton jeu, qu'on est capable à la maison, que voilà, il y a plein de choses, mais globalement. En tout cas, dans la semaine, on ne change rien. Ouais, d'accord. Par chaque match, match après match. Ouais. Mais après, dans tous les cas, tu auras des adversaires qui ont joué différemment. Oui. On ne va pas te jouer de la même façon. Oui, mais voilà, donc tu vas avoir une analyse pour te dire, voilà, parce que je n'ai pas grand-chose à cacher, moi je m'en fous. Mais sur Valenciennes, je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, à 5 derrière. À 5 derrière. Et la veille du match, on fait une veille du match préparation contre une équipe en 4-4-2. Là, on prend un bouillon 5 minutes. Je dis, je peux pas partir comme ça. Ah, ouais, donc je change la veille. Tu passes à 4 défenseurs la veille. Ouais. Ah ouais, donc comme quoi des fois c'est aussi de l'instinct un peu, hein, non? Ouais, après si tu vois que ton équipe prend le bouillon. Après voilà, non, mais parce qu'on avait des changements aussi.
il n'y avait pas Kwasi. Oui. Erwin, je savais pas s'il allait pouvoir jouer. Donc il y avait tout ça qui faisait, et ça me faisait changer trop de choses. Il fallait que je passe peut-être Jean, il fallait que je le passe dans l'axe, que je mette Nathan sur le côté gauche, à droite je savais pas trop piston qui mettre. Donc tu vois, voilà, j'ai dit non, on passe à 4, ce sera plus sûr. Et ça c'est confirmé. Bon, après tu gagnes le match, mais si je le perds, je dis j'aurais dû rester à 5. Hein. Après, tu sais, c'est toujours ce que j'ai toujours fait cette remarque à beaucoup de gens, parce que à la fin du match, on te dit coaching gagnant ou coaching perdant, ou ah putain, mais moi je l'aurais pas fait jouer. Mais à la fin du match, j'ai le même constat que ceux qui sont dans les tribunes. J'ai le même. Parce que je me dis, putain, mais lui, j'aurais jamais dû le faire rentrer, ou lui, j'aurais jamais dû le faire jouer. Mais moi, je les vois toute la semaine. Et quand tu fais un changement, tu as 30 secondes pour, dans ta tête, te dire, je le fais. Allez, je le fais. Mais moi, si je le fais rentrer, c'est qu'il a été bon toute la semaine et qu'il peut-être méritait. Mais il me fait rentrer de merde. Mais c'est sûr qu'après le match, je te dis, moi, je l'aurais jamais fait rentrer. Mais c'est ça. C'est la vie du coach. Après, derrière, c'est à eux de donner raison. En tous les cas, Jean, je crois qu'il a prouvé à tout le monde qu'il méritait d'avoir été titulaire contre Valenciennes. Il nous a clairement impressionné. Derrière, en charnière centrale, élégant. C'est une belle trouvaille, quoi. Moi, j'avais une dernière question. Dans cette saison bizarre où finalement il y aura presque une trêve aussi importante que celle estivale, est-ce qu'il y aura des vacances et où est-ce que le coach Tolo va les passer s'il en prend? Moi, je vais pas bouger. Au mois de novembre, je vais pas bouger. Voilà, je vais être par là, je vais être chez moi. C'est une période où ma famille est à Saint-Étienne, donc on va jouer le 25, le 26 décembre. Oui. On va jouer le 30, donc je pourrai pas voir ma famille. Donc j'ai ma maman qui a 90 ans, qui est à Saint-Étienne, et je pense que je vais en profiter pour aller la voir. Voilà, mais il y aura des vacances un peu quand même. Oui, il y aura. On est à peu près, on va couper une dizaine de jours. D'accord. Après, on va refaire des matchs amicaux, parce qu'il va falloir qu'on relancer les organismes. Ouais, c'est une deuxième saison en fait qui commence. Très très étrange. Donc t'as pas peur aussi au niveau mental là pour le coup d'avoir une coupure, enfin c'est toujours le risque. Ils l'auront tous. Hein, tout le monde. Tu peux avoir un deuxième championnat qui démarre. Oui, mais il y aura un deuxième championnat. C'est exactement ça. Après, moi, je connais. Donc, je connais parce que le championnat suisse, tu commences au mois de... Ta première partie est le mois de juin. Ouais. Tu arrives au fin novembre, ça s'arrête. Ouais. Et tu reprends qu'au mois de février. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est toujours le même championnat. Ouais. Et en plus... mais en plus, entre les deux, en Suisse, tu as le droit de faire des transferts. Là, tu n'auras pas de transfert au mois de novembre. Ah ouais. Il y aura des transferts en janvier. Oui, en janvier. Donc, je pense que tout dépendra finalement de la... Nous aujourd'hui, je pense que ça peut être favorable. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça peut être favorable parce qu'on a un groupe très restreint. On a des joueurs qui vont jouer beaucoup. Donc, si on est dans la bonne lignée au mois de novembre et si on est bien placé, je pense que ça peut régénérer tout le monde et repartir sur quelque chose où on n'aura pas... Finalement, moi, les 2 saisons qu'on a ici, tu t'aperçois que le mois de décembre, et pour nous, il est catastrophique. Ouais. L'année passée, il est catastrophique. On perd 3 matchs de suite là. Et l'année d'avant, c'est là où on perd... On perd 3, Toulouse, on a... Chambly, c'était en janvier, il me semble. On était venus, mais toute cette période-là... Chambly, Ajaccio aussi. Toute cette période-là, on n'a vraiment pas été bon. Donc je me dis que finalement, si on a fait le taf avant le mois de novembre, ça peut être bénéfique pour nous. Et puis tu auras des joueurs qui vont aussi arriver à maturité. Je vais penser tout de suite à Kangai, qui a besoin forcément de temps d'adaptation, et qui en fin décembre aura eu le temps de s'installer, etc. Non, mais tout à fait. Et puis on a aussi beaucoup de joueurs qui ont peu joué. Puisque nous, on prend des joueurs qui ont peu joué. Donc finalement, quand tu joues beaucoup, à un moment donné, tu as un coup de mou. Ouais. Donc là, ça va nous permettre de régénérer, je pense, au mois de novembre. Après, c'est toujours à double tranchant, parce que si tu pars où t'es pas bien en championnat, tu pars avec cette idée. Pendant un mois, c'est l'idée de partir avec la tête pendant un mois, t'es avec ça, quand même. Ouais. Nizic, il revient bien, justement, dans les joueurs que tu disais. Oui, il revient bien. Il a beaucoup travaillé. Après, c'est comme tous les joueurs qui travaillent beaucoup. Aujourd'hui, il est un peu dans le creux parce que le corps. Parce que faut qu'il assimile ça, puis il va repartir. Ouais, il faut qu'il retrouve de la fraîcheur. Ouais. Bon, ok. Je pense qu'on a fait le tour. Bah ouais. Merci beaucoup. Écoute, Olivier, merci beaucoup pour ton temps, et puis... avec plaisir. On se reparle un peu plus tard dans la saison, peut-être. Salut.
À bientôt. Au revoir. Ciao Alex. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!